Vous êtes toujours sur l'émission Le Monde en 7. C'est la deuxième partie maintenant, toujours avec mes trois invités, Horus Donkovi, Akleso Essor et Frédéric Azeglo. On évoquait donc l'actualité au niveau du Sénégal avant la pause avec l'inculpation de trois anciens ministres de l'époque Macky Sall pour des faits de corruption et de détournement de fonds publics. Que je peux vous promettre qu'en off, le débat s'est continué ici. Il y a de la part, Frédéric Azeglo, de la nouvelle administration sénégalaise, la promesse de transparence et de reddition des comptes. Quand on a fait cette promesse sur laquelle on a été élu, on est obligé d'agir. Et naturellement, on est obligé d'agir. Tous les politiciens ont ce langage, la transparence. Mais on a toujours vu le type de transparence qu'ils ont montré. Alors, quand vous remontez un peu derrière, si Macky Sall n'était pas parti, il devait être en train d'être menacé d'arrestation lui aussi. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'on fouille bien les choses. Qu'on ne mette pas certains politiciens, fussent-ils adversaires, qu'on ne les mette pas dans des situations qui vont leur faire regretter le fait d'avoir laissé le pouvoir de partir. C'est très très important pour l'Afrique. Très très important pour l'Afrique. N'oubliez pas, nous sommes en Afrique. Certes, quand quelqu'un détourne, il peut être poursuivi. Il doit être poursuivi. Quand quelqu'un détourne, il commet quelque chose, il doit être poursuivi. Si c'est ça, ok, qu'on le fasse. Mais si ce n'est réellement pas ça, il faut faire en sorte que lorsque vous perdez le pouvoir, vous ne soyez pas obligé de fuir la nuit ou de partir comme ça s'est passé avec Macky Sall. Mais est-ce que ce n'est pas ce qu'on est en train de faire au Sénégal? On est en train de fouiller, parce que là, on parle de fonds Covid pour l'ancienne ministre des Mines et l'ancienne ministre de la Femme. On parle de tentative de corruption pour l'ancien ministre de la Justice. Donc, pour pouvoir poursuivre, il faut fouiller le passé. Quand on parle de ministre de la Justice, ça doit réfléchir. Parce que les deux, le Premier ministre et le Président, ont été mis en prison. Donc, un des acteurs principaux de la justice était monsieur le ministre de la Justice. Et qu'il faut aller trouver des techniciens pour fabriquer, je ne dis pas que c'est ça, mais il va aller trouver des techniciens, des juristes pour fabriquer des accusations et leur coller. Et montrer à monsieur le ministre que voilà, ce qu'il avait fait, maintenant nous sommes là, on va faire aussi. C'est ça, là, c'est ce remue-ménage-là que moi je ne souhaite pas pour l'Afrique. Horus, vous pensez qu'il n'y a pas de transparence dans la volonté de transparence de la nouvelle administration? Moi, je trouve qu'il y a une volonté de transparence et que cette volonté de transparence tranche avec les habitudes. Et puis après, je pense que nous-mêmes, après... il y a des syntaxes, c'est-à-dire on dit, tout à l'heure il y a un monsieur qui dit il laisse le pouvoir. En réalité, c'est pas une question de laisser le pouvoir, c'est le peuple qui donne le pouvoir ou qui le reprend. Donc d'une certaine manière, de façon subliminale, il y a un conditionnement à déconstruire. Et je pense que le défi de M. Sonko et de M. Faye, c'est justement de faire la pédagogie de la déconstruction. La vérité, c'est que si le pouvoir de Macky Sall était correct, il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de procès. C'est parce qu'elle n'a pas été correcte qu'on a eu les soupçons de détournement, les confirmations de détournement. Lors des confirmations de détournement, on a suspecté encore Sonko et Faye de faire une chasse aux sorcières. Et le FMI est venu rajouter le clou en disant « Oui, effectivement, il y a eu des fonds qui ne se sont pas retrouvés là où il fallait. » Donc, à un moment, oui, c'est-à-dire à la... comment dirais-je? Je pense que c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est de mettre à l'épreuve le système judiciaire. Ces personnes sont inculpées, elles sont soupçonnées, elles vont aller à un procès. Si elles sont innocentes, elles seront innocentées. Si elles ne le sont pas, elles seront condamnées. Il faut arriver à cette étape-là. Si je prends l'exemple de... Je sais pas, je sais que ça va être un peu tiré par les cheveux, mais si je prends l'exemple de la France, Sarkozy a un bracelet électronique. Ça lui a été retiré il y a une ou 2 semaines, je pense. La flexibilité que l'on reproche même en France,
et qui n'est pas en prison. Parce qu'effectivement, si c'était un bandit de quartier, il serait sûrement déjà en prison. Donc, la flexibilité a fait qu'il a un bracelet électronique. Mais il n'échappe pas à la justice, parce que la justice a besoin de ces détails. Bon, moi je trouve que parfois, on est flexible avec ces choses-là, alors que ça nous porte préjudice. En réalité, les dirigeants, l'État, les populations ont besoin de savoir comment les mécaniques se passent. Qui sont les acteurs, qui sont les victimes, et ainsi de suite, pour ne pas retomber dans les mêmes travers ensuite. Ce ne sera pas parfait, mais ça ne sera déjà plus les mêmes travers. Et donc, moi, à un moment, je pense que si on met en place des institutions, il faut avoir le courage de faire confiance à chacune d'elles. Si on n'a pas confiance en l'institution judiciaire, autant ne pas l'établir. Si on n'a pas confiance en la République, autant dire clairement que ce n'est pas une République. Et tout le monde sait, ok, d'accord, ce n'est pas une République. Si on se donne le choix, disons, on se donne les moyens d'avoir des institutions, de payer des juges, de payer des locaux, de payer de se plier à des lois, et des lois qui sont applicables sur chaque citoyen, et de maintenant faire une classe spéciale, spécifique, qui, par le ressort du carnet d'adresse, de l'argent et de la corruption, doit échapper à ces lois, il y a un problème. Parce que ce sont fondamentalement les populations qui votent pour ces personnes-là. Et c'est après elles qui sont les premières victimes. Moi, je trouve que des ministres ont été inculpés, ok, d'accord, ça va être l'occasion pour elles de se défendre. S'ils ne sont pas coupables, il faut laisser le choix à la justice sénégalaise. Il faut faire confiance à la justice sénégalaise. Et je rappelle que parmi les trois, il n'y en a qu'une seule qui a été placée sous mandat de dépôt et donc mis sous bracelet électronique parce que certainement les faisceaux d'indices sont très concordants. Est-ce que vous pensez que l'administration Sall, qui a fait 12 ans, peut aujourd'hui estimer avoir les mains propres? Aucune administration ne peut estimer avoir les mains propres. C'est ça que je suis en train de dire. Je dis que malheureusement, Oris ne tient pas compte de la jurisprudence parce que je dis le Sénégal n'est pas à sa première présidence, on voit. Je dis chaque président qui est passé, on a connu les mêmes choses après leur départ. Et en plus, non, mais ils disent la présidence est différente. Non, il n'y a pas. La présidence, c'est en droit institutionnel. La présidence, c'est une institution. Ça n'a jamais dit, c'est la même chose. C'est une institution. Non, mais c'est les gens qui viennent à la présidence qui sont différents. Donc, Wad, c'est la même chose que Sall. Non. Sall, c'est la même chose que Sanko. Je viens de dire que ce sont les gens, les présidents qui sont différents. Mais la présidence, c'est la même chose, c'est la même institution. Maintenant, on était ici quand Macky Sall emprisonner les gens là. Les gens disent que on est en train de fabriquer des preuves contre ces gens de personnes. Maintenant, Oris va me dire que donc Macky Sall avait raison de les enfermer parce que c'était le président à l'époque et il avait la justice aussi à qui on a remis le droit. Donc tout ce que Sall a fait en enfermant était aussi en même légitime. temps, c'est pas par exemple les déboires judiciaires de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, c'est pas sur des accusations de corruption et autres. Non, c'est pas sur. Parce que eux ils dénonçaient. Non, il y a une femme. Ils ont subi le coup. Oui, il y a une. Parce que je dis, il y a une femme. Il y a une femme dont on parle de questions de viol. Je dis, c'est pourquoi je dis que, est-ce que ça voudrait dire que si on t'équipe automatiquement, parce que le président ou la juge est là, donc c'est une bonne. Non, ça, il y a la présomption d'innocence. Tout ce qu'on dit sur toi est en premier lieu, on dit que tu es innocent d'abord. Mais ici, l'acharnement, nous disons ce qui s'est passé, c'est que c'est un règlement de compte. Parce que quand on parle de 193 millions, 193 millions, ça même, c'est d'abord. Il y a le ministre de la Justice, 50 millions. 50 millions. Il y a l'ancien ministre de la Femme également. Oui, là où on devait parler de la légitimité des institutions, c'est que si ces institutions étaient aussi légitimes que Oris le parlait, c'est au temps où l'administration était en vogue. C'est-à-dire que autant Macky Sall, ces institutions allaient porter ces accusations. Moi, je serais d'accord, dire voilà que c'est quelque chose. Mais c'est quand les gens en sont passés qu'on le fait. Et le problème, comme on le dit, c'est quand on parle de corruption par rapport ou bien de détournement de fonds, c'est à la réalisation, le pourcentage de réalisation du projet. Si on dit 100 millions pour un projet et que le projet à 70% a consommé
80 millions par exemple. Donc le projet là, l'objectif pour lequel les fonds là sont donnés est presque atteint. Maintenant, c'est les deniers publics que les gens ont volés. Maintenant, moi, dans leur accusation, on n'a pas dit est-ce que le projet a atteint la. On a dit que le bâtiment va venir. Non, on n'a même pas vu le Si tu veux 100 000, on va t'enfermer. Quelqu'un fait 180 millions. Non, tu dis non, il faut. Non, là, je ne dis pas, Maurice, je ne parle pas de ceux qui sont inculpés, mais je parle de comment ils sont inculpés. Le problème, c'est que je l'ai déjà dit, en Afrique, on sait comment ça se passe. Il suffit de trouver les preuves contre ton ennemi. Oui, mais donc l'Afrique ne change pas. Oui, c'est un cliché. Il y a des pays qui sont des exemples. On ne peut pas dire en Afrique, on sait comment ça se passe, c'est pas. Non, mais comment on appelle Samuel, en matière de droit, ce que tu as sali, tu ne peux plus le blanchir après. C'est ça le problème. Tout ce qu'on a. Depuis que Macky Sall est parti, il y a toute une procédure de ce qu'on lance contre lui. Donc, ça aussi en fait partie. N'oublions pas que même aucun président, en tout cas, moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu aucun président qui est parti sans genre de choses. Ce que nous sommes en train de dire ici, si ce sont les institutions indépendantes qui le font, parce que Macky Sall, comment dire, les domaines ont essayé de changer la Cour constitutionnelle, tout ça là, et ça veut dire qu'on ne peut pas. En Afrique, à moins ça s'est passé avec Macky Sall, j'ai vu. Mais c'est difficile que le président actuel installe soit contre lui, c'est difficile, même ici au Sénégal. Ce que je suis en train de dire, si on donne des instructions... Que la justice sénégalaise est corrompue. Non, je ne dis pas... Orish, ne me parle pas le mot. Moi, je dis qu'elle n'est pas crédible non plus. Elle n'est pas crédible. Je dis qu'elle n'est pas crédible. Non, c'est pas crédible. Je dis qu'elle n'est pas crédible non plus. Vous voyez, en Afrique, il suffit que 2 ou 3 personnes soient contre toi et publient quelque chose, comme ça, on s'acharne sans vérifier en fait que c'est. Donc, c'est ce que je dis. On n'a qu'à faire ça que la justice sénégalaise, qui a été une justice exemplaire en Afrique, le soit, parce que, vous voyez, l'histoire de à côté avec la France fait que tu peux même avoir raison tout de suite quand on t'accorde l'étiquette France. C'est la justice sénégalaise. Si vous permettez, on va rester sur le volet judiciaire en passant du côté du Bénin, parce que là aussi on a une affaire intéressante où 2 hauts fonctionnaires et le fondateur du parti le libéral sont inculpés pour corruption. Nous sommes à 1 an de la présidentielle au niveau du Bénin et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qu'on appelle là-bas la Criette a inculpé dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 mai 2 responsables du ministère de l'Intérieur et le fondateur du libéral pour corruption et blanchiment de capitaux. Concrètement, le fondateur du parti est un Béninois qui se trouve au Canada, qui a prospéré dans les affaires et qui est en procédure pour la légalisation de son parti, le libéral. Eh bien, il a été découvert au niveau de du ministère de l'Intérieur que ses fonctionnaires aurait reçu des pots de vin pour faciliter la procédure de création du parti Frédéric Kazeglo dans le Bénin de Talon. Ça ne se pardonne pas. Mais Talon, c'est sa marque de fabrique. Il fait tout pour mettre hors jeu tous les adversaires potentiels. Nous avons vu, les gens ont pris la clé des champs, les gens sont envoyés à la criette, les gens sont emprisonnés partout. On est venu même attraper un frère Hounvi quelque part. Voilà, c'est ça la marque de fabrique de M. Talon. Et je dis, c'est pas bien pour l'Afrique. Il a peur de la compétition électorale. Et jusqu'ici, il n'est pas très très clair sur sa participation personnelle ou non aux élections présidentielles de l'année prochaine. Et bon, donc, c'est un truc qui est généralement commun à beaucoup de pouvoir en Afrique. Là, il n'y a que certains qui n'ont pas pu le faire, ils n'ont pas voulu le faire. Je parle de Goodluck Jonathan au Nigeria, dans les années passées, qui a laissé venir Buhari au pouvoir. Mais Buhari, dans son discours d'investiture, a dit « Mr. President, you have nothing to fear ». Que tu n'as rien à craindre. Ça veut dire « Je protégerai tes derrière ». C'est ça l'Afrique. Acceptons que c'est ça l'Afrique, Horis. C'est ça l'Afrique. Donc, voilà ne pas faire ça, c'est ça qui m'étonnerait au Bénin. S'il n'y a pas ça, si on laisse le monsieur là venir installer son parti, tout ça là, on le laisse, cela m'étonnerait. Mais il lui a juste servi la sauce qu'on sert à tout opposant béninois depuis les années Talon.
Et donc, attendons de voir. Alors, il y a le procureur de la Criette, Mario Metonou, c'est lui qui a révélé l'affaire, d'ailleurs, le 16 mai dernier. Il dit que le fondateur du parti a reconnu avoir versé 7 millions de francs CFA en contrepartie de l'intervention des fonctionnaires pour l'agrément de son parti. Ce qu'on sait qu'au niveau du Bénin aujourd'hui, créer un parti politique, c'est un peu la croix et la bannière. Alors, selon le procureur, un des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, directeur des partis politiques et des affaires électorales, a avoué avoir perçu 5 millions de francs CFA, laquelle somme a été retrouvée à son domicile au moment de la perquisition. Il donne des précisions, il donne des montants et... au-delà, si tout cela est avéré, on ne peut pas ne pas poursuivre. Mais c'est ça justement le problème du truc. C'est-à-dire, même moi je pense avoir lu que certains ont avoué avoir reçu des sommes. Oui, c'est ce que je suis en train de lire là. Oui, les deux fonctionnaires. Et que doit faire la justice? Ils ont avoué comment? Non, mais ça c'est pas précisé. Mais dès que c'est avoué, c'est un montage. Dès que les gens, c'est un montage. Dès que les personnes reconnaissent. Ah, ça, tu veux de l'argent. Nous allons faire bloc à celui-là. Ok, mais que fait-on? La justice ne se saisit pas? C'est-à-dire, quel est le message envoyé? La justice menait aux ordres. Je suis désolé. La justice... C'est un instrument de M. Talon au Bénin. Pour écarter l'adversaire. Comment est-ce qu'on fait pour vérifier qu'elle est aux ordres ou pas? Juste comme en Côte d'Ivoire, juste comme au Sénégal. Mais comment fait-on pour vérifier qu'elle l'est? C'est ça, je dis. C'est ça. Mais on est d'accord. C'est-à-dire, comment est-ce que je fais pour confirmer, pour affirmer que le système judiciaire béninois est corrompu alors que les personnes qui ont été inculpées, c'est mentionné, ont reconnu les faits. Même comment ça s'appelle, même au Niger, on prouve la condition dans laquelle la personne a reconnu aussi. Même au Niger, avec tout un apparat militaire autour, Bazoum il a dit non. Donc il est enfermé, il est encore là. Bon, on vous a attrapé, on a attrapé les complices, on vous a assis, vous reconnaissez les faits. Bon, on fait quoi? On les laisse? Ça veut dire que demain, le Béninois qui s'est fait arrêter pour une corruption, une simple corruption dans un quartier, mais on le relâche. Pourquoi Je connais trop le Bénin. Pourquoi un parti... C'est toi qui as la parole. Non, pourquoi un chef de parti aisé pourrait-on lui permettre cela alors que lui-même il reconnaît et que les personnes, ou s'il ne reconnaît pas les personnes... Il n'a pas fait une déclaration, c'est ce que le procureur a dit. Lui, il n'a pas fait une déclaration qu'il reconnaît. S'il n'a pas, il a fait une déclaration, il ne reconnaît pas, c'est-à-dire qu'il a des avocats... Je dis qu'il n'a pas encore fait de déclaration pour dire qu'il reconnaît. Cela sous-entend alors que les avocats vont intervenir en disant que non, les aveux ont été soit des sortes de faux aveux, ou soit ont été extirpés par la faute, par la force. C'est pas sûr. Moi, mon souci en Afrique, c'est que pour moi, ce qu'il faut vérifier, c'est l'indépendance des institutions. Après, je trouve que la plus belle école, en ce qui concerne l'Afrique, c'est l'école noire américaine. Si vous permettez, je fais une anecdote. Je fais l'anecdote de Rosa Parks et de la NAACP. Rosa Parks, c'est pas la première femme, en réalité, qui refuse de se lever du bus. Il y avait une femme avant que la NCP a vicieusement glissé dans le bus pour qu'elle refuse. Sauf que la NCP s'est aperçue que cette femme-là était enceinte, qu'elle sortait avec un homme marié, qu'elle a fait un enfant hors mariage. Elle savait que l'État ségrégationniste allait l'attaquer dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écarté cette femme et ils ont pris leur secrétaire, une de leurs secrétaires qui est Rosa Parks, qui est clean. Ils ont piégé le gouvernement américain, ils l'ont mise dans le bus, elle a refusé de se lever, le gouvernement est rentré dedans, ils ont boycotté le bus, le système économique de la société des bus a coulé et l'État a dû céder au niveau de Martin Luther King. C'est pour dire que mon souci avec un certain nombre d'acteurs politiques, c'est que parfois on a l'impression que les institutions, et même pour le cas de Sonko, moi j'ai reproché ça parce que à l'époque où il n'était pas encore élu, c'était étonnant que vous sachiez que, le pouvoir allait vous attaquer sur telle ou telle procédure, telle ou telle question. Il n'est pas le premier à avoir attaqué sur la corruption. Tout juste avant lui,
Le monsieur a fait enfermer son ami proche pour une question de corruption. Et toi, tu reviens dans le pays et tu fais encore un acte de corruption. Mais c'est incroyable. Tu es censé savoir que ton pays, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Comment faire pour que ceux qui font ça tombent dans le piège. Est-ce qu'on a besoin de corrompre quelqu'un pour installer un parti politique? Est-ce qu'on a besoin de corrompre quelqu'un pour installer un parti politique? Non, ça je suis d'accord avec ce que vous dites, mais du moment où la personne a reconnu les faits, de parti politique est qu'est-ce que tu déclaratif. fais? D'accord. Oui, je l'ai dit dans le cas du personne Bénin. reconnaît les faits. Dans le cas du Bénin, c'est devenu presque une procédure. C'est comme un rendez-vous chez un ange. C'est difficile de l'obtenir. C'est devenu une routine. Donc, bon, le premier fait. Ici, le deuxième fait. Tu fais la troisième fois. Il y a le monsieur qui cultivait sur les réseaux sociaux, parce qu'il était très actif sur les réseaux sociaux, qui cultivait l'image d'une personnalité accessible et généreuse. Est-ce qu'il a pris peut-être ce qu'il glissait pour de la générosité, comme il avait l'habitude de le faire, peut-être? Non. Vous voyez, Samuel, ce qui me chagrine chez Oris, c'est que les gens au pouvoir ont d'emblée raison quand ils éculent quelque chose, alors qu'il y a les fabrications de preuves par rapport à ces choses. Et non, c'est pas qu'ils ont raison. Non. C'est que le processus, comment tu le mets... Quand une justice est à la solde du président, c'est normal que la justice là soit biaisée. Ouais. Donc, la justice béninoise est corrompue. Non, mais c'est pas le mot que je n'ai pas dit là. Ouais, et monsieur Samuel, peu importe si c'est l'accord ou la bannière au Bénin, le régime de création de partis politiques est déclaratif. C'est que vous faites et vous déposez. Maintenant, c'est le récépissé. C'est l'obtention de récépissé qui peine. Or, la loi dit également qu'une fois que vous avez le numéro d'enregistrement, vous pouvez commencer par faire ce que... Donc, ça voudrait dire que on n'a pas besoin de corrompre tête. Et le président... Oui, dans le cas ci, c'est pour l'obtention. Oui, c'est ce que je dis. Non, quand vous déposez, il y a un temps, on doit étudier le dossier pour donner le récépissé. Donc, il n'y a pas une complication pour l'obtention. Non, il y avait une complication. C'est le délai. C'est le délai. On fait enquête quand vous déposez, par rapport à quand vous déposez, on fait enquête de moralité sur vous. C'est suite à ça qu'on peut vous donner des ans, on vous donne le numéro d'enregistrement le jour que vous déposez. Quand vous pouvez travailler avec ça. Maintenant, le souci ici, quand on est en train de dire quelque chose, le président de parti politique n'est pas obligé de venir lui-même déposer. Et il y a quelqu'un dans le parti qu'on peut envoyer. Donc, quand on dit qu'on a corrompu des gens, on n'a même pas besoin de corruption. Maintenant, et la corruption, c'est quand je te donne l'argent contre un service que tu me rends. Mais si je dis Oris, prends 7 millions, parce que tant, et il ne m'a pas rendu un service, je ne l'ai pas corrompu. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent ça. Vous avez parlé de sa générosité. S'il fait un don à une entité donnée par rapport à lui et que ça n'a rien à voir avec le service, comment le rendre, ce n'est pas question de corruption. C'est pourquoi je dis qu'on transforme les faits, on travestit les faits, et c'est ça que je dis que je ne comprends pas, d'après Oris, c'est comme si une fois que le gouvernement en place inclut quelqu'un, c'est que le gouvernement a d'emblée raison. C'est pas ça. Non, pas du tout. Non, donc moi je dis... Pas du tout, c'est pas l'idée. Oui, nous sommes d'accord que comment on l'appelle, Talon a fait beaucoup de réalisations au Bénin. Mais ce n'est pas une raison pour que quand il exagère, on ne le dise pas. Ici, c'est que la volonté de Talon, c'est de ne pas avoir un candidat sérieux. Et quand il voit que tu es un peu populaire, il essaie de compliquer. Et ici, ce n'est pas facile pour un fonctionnaire de dire que oui, j'ai été corrompu. Non. C'est plus, parce que les condamnations sont très graves. Quand toi, un fonctionnaire, tu fais ça, il y a des années que tu vas passer, donc un fonctionnaire ne va pas accepter facilement pour dire que j'ai été corrompu. Et en plus, c'est qu'on doit avoir les preuves de la corruption pour que le procureur brandisse ça. Maintenant, on fait quelque chose, entre eux ils disent que non, c'est pas... C'est que ce sont des machinations juste pour empêcher le gars là sinon, comme on le dit, il faudrait qu'on nous donne les preuves de la corruption là pour qu'on puisse... Quelque chose que la CREA dit, c'est dans ce pays, la CREA dit beaucoup de choses, le gars qu'on a vu, le frère qu'on a venu arrêter, mais après, on a appris que le Bénin même n'a pas respecté les procédures diplomatiques pour venir l'attraper. Donc ça voudrait dire que ce n'est pas aussi une institution sacro-sainte. Donc il faudrait qu'on comprenne que actuellement, Talon ne veut pas avoir des gens qui ont une certaine envergure pour lui créer problème après, parce que c'est ce que mon co-débatteur dit. Si on n'arrive pas à convaincre le pouvoir que après toi,
ce n'est pas la château sorcière, c'est que ce sont les choses. C'est quoi, moi, ce n'est pas que je suis pour les ministres de Sall, c'est ce que je dis, c'est qu'on aura toujours, les présidents vont trouver tous des voies et moyens pour empêcher les gens, et le pays ne évoluera pas démocratiquement. Donc, il faudrait que ces choses, on arrive à les tuer. Comment les tuer? C'est assurer l'après-présidence au président pour qu'on n'ait pas ces amis. D'accord. Frédéric Azeglos, dans le cas du Bénéci, ce qui est étonnant quand on lit un peu les propos de Mario Metonou, la facilité avec laquelle les gens reconnaissent les faits est surprenante. Justement. Akleso vient de le dire, il est difficile à un fonctionnaire de l'État de dire oui, j'ai été corrompu, on dit on l'amène chez lui, on l'a trouvé les 5 millions chez lui à la maison. Il est difficile à un fonctionnaire de reconnaître oui, j'ai reçu de l'argent. Parce que toute personne, un chèque que de transporter, toute personne vivante, même quand il commet quelque chose, il lui demande la première réaction, c'est de dire non, je n'ai pas fait. Même s'il peut rétracter après, mais dire que les 3 fonctionnaires ont accepté, ont dit oui, nous avons été corrompus. Dans quel but? Moi, je trouve qu'il y a plutôt une machination orchestrée pour enfoncer le nouvel homme politique qui est venu disputer le pouvoir avec M. Talon ou le poulain de Talon l'année prochaine. Maintenant, pourquoi il doit avoir ça en Afrique chaque fois? Pourquoi? Nous sommes en train de parler de 3 pays, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, nous avons parlé du Sénégal, nous sommes en train de parler du Bénin. C'est le même schéma, c'est la même chose. L'homme qui est au pouvoir fait tout pour bailler la route, pour bloquer l'homme qui pourrait arriver au pouvoir demain. Alors, c'est le même schéma. C'est le même schéma. Maintenant, au Bénin, est-ce que, je ne sais pas, les fonctionnaires là ont fait des déclarations libres ou c'est quelqu'un qui a rapporté, ou quelqu'un, juste un journaliste ou une presse qui a rapporté qu'ils ont dit que, alors que nous trouverons. Même quand vous rentrez dans cette histoire, vous trouvez que les fonctionnaires là n'existent pas. Donc la vision claire de M. Talon, c'est de pouvoir bloquer ce monsieur en asile là où il vivait, pour qu'il ne vite comprenne que le terrain est glissant, qu'il n'ose même pas arriver. Alors comment est-ce qu'on peut construire un pays comme ça? Quand on dit qu'il a construit des routes, il a construit ça, mais quand tu construis les routes, tu construis les ponts, tu construis les bâtiments, mais tu détruis l'homme. Tu détruis l'intelligentsia de l'homme. Mais où est-ce qu'on va avec ça? J'ai toujours entendu dire sur les antennes que voilà, la France a flangé l'Afrique, tout ça. Mais ces choses-là ne se passent pas dans ces pays-là comme ça, de manière flagrante comme ça ne se passe pas comme ça. L'homme est respecté dans ces pays-là, que des gens critiquent. Mais je rappelle aussi qu'en France, on parle d'instrumentalisation de justice. Vous avez vu l'affaire Le Pen récemment, quand elle a été condamnée, elle a été... J'ai dit de façon flagrante. Oui, c'est ce qu'il dénonce aussi, que la justice... n'est pas dans la main du président comme ça. Donc le président ne peut pas de suite manipuler un juge. Le Pen aussi est commis oui, mais quelque chose, on ne peut pas le comme il ça. parle de justice politique, justice aux ordres, les mêmes faits reviennent, les mêmes accusations. Voilà, donc quand vous regardez un peu le tableau au Bénin, c'est clair. Même devant un sourd, devant un aveugle, c'est que M. Talon veut avoir une opposition qui lui soit favorable. Chaque fois, il ne veut pas qu'il viendra dire ce que tu as fait n'est pas bon. J'avais même dit que Yahi Boni avait commis l'erreur de faire rentrer ce monsieur au Bénin. Bon, moi je trouve que... La question que je veux quand même poser, quand on s'appelle Patrice Talon, qu'on a pris le pouvoir en 2016 et que 1 ou 2 ans après, on voit comment on a utilisé la justice pour se débarrasser de Sébastien Ajavon et que tout au long, comment la justice s'est comportée sous son pouvoir. Après, il y a des raisons de douter aussi quand cette même justice présente des affaires de ce genre. Oui, en fait, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que, comment dirais-je, fondamentalement, le Patrice Talon, comment dirais-je, c'est pas un copain, c'est pas un ami, c'est pas... Lui, il fait en fonction de ses projections. Lui-même a été attaqué à un moment pour une affaire très grave à l'époque de Yahi Boni. On parlait d'empoisonnement où il a dû carrément partir en exil et ainsi de suite et tout. Et lorsqu'il revient, c'est aussi par le vaste truchement des jeux politiques, de la justice et ainsi de suite. Bon, actuellement, il est aux affaires. Il prétend ne pas se représenter.
cela sous-entend qu'il doit avoir quelqu'un en sous-main qui va incarner, on va dire, les projections qu'il a pour le Bénin et que peut-être d'une certaine manière il dégage le chemin pour son fils politique. En tout cas, parce que je vois mal en tout cas les Béninois accepter un nouveau contrat de Talon alors que sur plusieurs médias, il a dit clairement qu'il ne se présenterait pas. Il avait dit qu'il ne va pas faire deuxième mandat non plus, mais il fait deuxième mandat. Il a dit que c'est un seul mandat qu'il allait faire. Après, il faut être... C'est-à-dire, sur les derniers médias où il s'est exprimé, on lui a posé la question, il a dit clairement... Il a dit la même chose quand il était dans son premier mandat. Il a dit la même chose quand il était dans son premier mandat. Il avait fait une proposition. Il avait fait une proposition qui n'a pas été acceptée. Et c'est quand cette proposition n'a pas été acceptée, mandat de 7 ans, qu'il est revenu sur ce qu'il disait. Mais là, en l'occurrence, sur les derniers, les derniers médias où il s'est exprimé, il dit clairement qu'il ne se représentera pas. Je ne peux pas lui faire un procès d'intention. On ne peut pas lui faire un procès d'intention. Il dit... il ne se représentera pas. Donc, s'il dit qu'il ne se représentera pas devant un pays, le Bénin, ils sont boum boum. Donc, non. Voilà. Ils sont pas vous allez pleurer au Bénin. Bon, moi, le peuple que je connais, ils sont un peu boum boum. Donc, s'il dit, je ne me représenterai pas, il dit une fois, il dit deux fois, cela sous-entend qu'il y a quelqu'un derrière. Après, il mobilise la population pour dire que nous avons talent. Cela sous-entend qu'il y a quelqu'un derrière qui va incarner son programme. C'est-à-dire qu'il prépare quelqu'un. Maintenant, ce quelqu'un-là, comme tout à l'heure, on en causait tout à l'heure pour la Côte d'Ivoire. Et tu n'étais pas d'accord? Non, laisse-moi terminer. Ce quelqu'un-là qui est préparé, il faut lui dégager. C'est là où je reviens à ce que je t'expliquais. Le père, très souvent, les pères dégagent le chemin pour les enfants. Pour les fils. Par conséquent, vous allez voir que tout l'attirail, tout ce qu'il y a en termes de friction, en termes de justice, en termes d'attaque politique, en réalité, tout est détourné sur Talon au détriment de quelqu'un qu'on ne connaît pas pour les prochaines élections. Lorsque cette personne va être exposée, il n'y aura strictement rien à lui dire parce que cette personne-là, on n'a pas pris le temps d'étudier ce qu'il y a à lui attaquer dans le palmarès. C'est là où je reviens à ce que je t'expliquais. Le père dégage le chemin pour l'enfant. Il sait qu'il ne va pas se représenter. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Donc fondamentalement, s'il raisonne en homme d'affaires, comme Ouattara raisonne en termes de banquier, il n'a pas d'amis. C'est un monsieur, parce que c'est un homme d'affaires, qui est habitué à casser les concurrences. Donc moi, je m'attends justement à ce que les opposants béninois fassent un travail d'introspection, ça c'est un, et un travail d'étude de l'adversaire. Et parfois, j'ai l'impression qu'au niveau des oppositions africaines, on ne fait pas ce travail. Si lui, il prépare un dauphin, qu'en est-il de la classe béninoise ? Si il a une méthodologie qui est répétitive, il l'a fait une fois, il l'a fait 2 fois, il l'a fait 3 fois, vous tombez dans le même truc la 4e fois. Il y a un problème qui ne va pas. Toutes les institutions sont aux mains d'une seule personne, au 4e sujet, le Togo, maintenant, on va parler de cette passe d'armes entre les opposants au niveau du Togo. Ce qui retient l'attention cette semaine, c'est ces propos de Jean-Pierre Fabre et la réponse du berger à la bergère de Nathaniel Olympio. C'était lors du congrès de l'Alliance nationale pour le changement, le parti de Jean-Pierre Fabre. Voici ce que Jean-Pierre Fabre disait. Le système RPT uni prospère sur nos querelles. Eh bien, cette déclaration toute simple, elle n'a pas du tout plu à Nathaniel Olympio, qui est le président du parti des Togolais, qui répond comme ceci. Jean-Pierre Fabre, qui a longtemps combattu le régime, est devenu un obstacle à la lutte à cause de l'incohérence de ses choix et la poursuite d'intérêts partisans au détriment de l'intérêt général. Voilà. Et ça nous intéresse, nous, ici, parce que nous sommes dans un contexte électoral. Les élections municipales, c'est pour le mois de juillet prochain, si je ne m'abuse, donc dans à peu près 2 mois. Et quand on a une opposition qui se déchire à Clé-Sous-et-Sort, qu'est-ce que ça suscite en vous? Permets-moi ce coup de gueule avant de répondre sur la question, parce que comme on n'était pas sur le Togo,
je suis passé par Bossimé pour venir. La mairie Golf 5 a pris, je ne sais pas comment on appelle, ces tracteurs ou quoi là. Ils ont remué la boue. C'est que les enfants, quand vous voyez Comment on remue la boue? C'est quoi je dis, les mots même appropriés m'échappent. Et c'est pas. Quand vous allez, un enfant passe, c'est nariz, tout poussière, la boue, tout. Donc, les gens disent depuis 2 semaines. semaines. Il y a la boue, il peut y avoir de poussière. Non, c'est-à-dire qu'il y a quelque part, il y a l'eau qui est stagnée là-bas. Ils l'ont remué et en plus devant, ils ont laissé pousser. Je suis passé dans moins de 5 minutes, j'ai vu un enfant, c'est comme si il a été badigeonné par la poussière. Donc ça, la mairie n'a qu'à essayer de faire quelque chose. Le deuxième coup de gueule, c'est que hier, je venais d'Anero. Le Togo n'a pas de route et ils font tour du Togo. Tout cycliste. Et deux motocyclistes sont cognés. Il y a un qui est décédé à côté du péage en même temps. C'est-à-dire qu'ils savent, le directeur de SAFER sait qu'on va utiliser ça. Au lieu d'ouvrir le péage pour que les gens puissent passer, puisqu'on perd déjà ici. Les deux sont cognés et il y a un qui est parti en même temps. Donc, si on n'a pas de route, est-ce que c'est obligé de faire ce genre de choses? Et voilà que quelqu'un a perdu la vie. Donc, de revoir ce genre de choses pour que ça voilà mon coup de gueule. Maintenant, je reviens sur la question de l'opposition. Vous voyez, ces 5 dernières années, sincèrement, moi, je n'aime pas Jean-Pierre Fabre. Mais ces 5 dernières années, là, je veux son vrai rôle. Où il n'est plus chef de file de l'opposition. Parce que c'est grâce à Jean-Pierre Fabre que certains d'entre nous ont su qu'on est en train de modifier l'ancienne Code pour la 5e. Abbas Kaboué, on dit qu'ils vont le convoquer, mais on a appris par après que ce qu'il disait était vrai. On a constaté également que l'émiettement de ANSE a été fait quand on voit qu'il y a au moins 3 ou 4 maires d'ANSE qui ont dit qu'ils ne sont plus dans le parti. Il y a c'est que tout ça là fragile l'ANSE. Et ce qu'il est en train de dire, c'est au sein de l'opposition que UNI pioche encore des éléments de l'opposition. C'est ça et on a c'est de bonne guerre, on est en politique. Oui, on est en politique. C'est ce que je dis, ce qui n'est pas politiquement un crime est moralement un crime. C'est que une fois qu'on vide l'opposition de sa constance, il n'y aura plus quelqu'un pour contester. On vient de parler de talons. Donc le problème, c'est que je n'ai jamais vu Jean-Pierre Fabre être honnête et sérieux comme ça. Il a dit que la faute est à tous, lui y compris. Maintenant, quand il dit, est-ce que l'opposition ne se crée pas? Pourquoi ça dérange tant, comment on appelle, Olympio? Parce que lui, ça fait 5 ou 4 fois que je vois une attaque. D'abord, il y a 2017, je pense à Gomi l'avait attaqué aussi, qu'il est menteur, il faut quoi. En 2020, le gars du Nil, le directeur, comment on l'appelle, Akleso, aussi ça a attaqué en 2020 par rapport à la candidature de Ford. Et 2022 aussi, Adamagbo aussi a dit des choses. Donc maintenant on le fait. Ça voudrait dire qu'en réalité, si je commets les erreurs par le passé, ça ne veut pas dire que je dois m'améliorer. Et moi je trouve que les accusations que Nathaniel Olympio porte sur Fabre sont un peu infondées. Parce que lui-même, quand il parle d'intérêt, lui-même, quand c'est son frère ou son petit frère qui dirigeait le parti de Togolais, qui lui est venu remplacer. Et donc c'est aussi l'intérêt partisan. Sinon, il y a quelqu'un d'autre dans le parti qui pouvait remplacer et non pas forcément pas lui. Maintenant, il dit qu'il empêche quoi. Dans 2010, dans 2015 en allant, je peux accuser Fabre de tout ça là, mais je pense que le parti qui a suivi de revers plus jusqu'à présent, si ce n'est pas UFC, c'est ANC. Donc ANC a été traité de tous les noms et que la personne dit que l'opposition ne doit plus se quereller pour faire front commun. Parce que moi, non seulement que j'ai travaillé avec un leader de parti politique l'année, députation, c'est l'année passée, non? Députation, oui, je pense. Je pense que non seulement que pour du sud autonome de Lomé seul, la personne a dépassé 10 millions, pas moins de 10 millions pour ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas une fonction libérale, faire ça, c'est difficile pour le parti. Ça voudrait dire que chaque parti dépense énormément pour arriver à ses fins. Et l'opposition, au lieu qu'ils comprennent que nous devons travailler de solidairement et non dans l'unité, parce qu'il y a une différence entre être unis et être solidaire. Nous sommes ici, on peut être unis, mais la solidarité, c'est quand il arrive quelque chose, je te soutiens. Mais vous allez voir que quand ils vont sur le terrain de la voie, c'est de façon émiettée, vous allez voir telle partie de quelle est populaire. Donc,
je suis d'accord sur ce que Jean-Pierre a dit par rapport à l'opposition. Et ça devait être une prise de conscience pour évoluer. Seulement que je ne sais pas quelle mouche a piqué Nathanaël, parce que soit il cherche une cote de popularité, puisque je le vois travailler sur les réseaux, et ce n'est pas le moment propice, parce qu'on est à 2 mois d'une élection. Horus, en même temps, Jean-Pierre Fabre qui dit que le système prospère sur nos querelles. L'ANC a été pendant longtemps le parti qui faisait du bis au biso, c'est-à-dire c'est nous d'abord, nous sommes les plus forts, nous sommes ceci. Et quand on revient après faire un tel constat, on doit s'attendre à ce qu'on vous tape sur les doigts. Alors, bon, parce que là, j'ai eu à effleurer ce débat entre-temps et j'ai un peu offusqué les gens parce que j'ai dit c'est un épiphénomène. Donc je vais expliquer aujourd'hui pourquoi je dis c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène parce que je pense qu'il y a des distinguos qu'il faut faire. Les teneurs de l'opposition, ceux qui ont traversé les années 90 jusqu'à, je vais dire, 2005, la génération qui est la nôtre, c'est compliqué de les critiquer. Je vais m'expliquer pourquoi. Je ne peux pas manquer de respect, en tout cas moi, je ne peux pas manquer de respect à des gens qui ont manifesté à l'époque du parti unique, à l'époque de la grève, à l'époque du diktat. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il y a maintenant. Strictement rien à voir. Donc, ce sont des aînés auxquels on doit un certain nombre de respect et je trouve que parfois sur les médias, je peux comprendre la frustration et ainsi de suite, mais mettons qu'ils ont fait leur part, leur combat et leur temps. Et justement, le souci, c'est que je pense qu'à un moment, ils ne comprennent pas qu'il faut transmettre. Leur plus gros crime, ça a été de ne pas transmettre. Ça a été de ne pas assurer de succession. Ça a été de devenir des partis qui ne fédèrent pas au niveau de la jeunesse et qui font qu'en réalité, aucun jeune intellectuel ne trouve avantageux de les rallier. Et c'est s'il y a un endroit où le parti au pouvoir les a eus, c'est là. Parce que les acteurs de 90-2005 ne sont pas les acteurs qui sont avec le président actuel. Ce sont de nouveaux. Ce n'est pas la même chose leur concernant. Ils ont vicié le parti en faisant en sorte que finalement ces partis soient à l'image d'une seule personnalité. Ce qui a d'ailleurs créé tous les schismes que l'on connaît. On a vu l'UFC se disputer, se diviser, donner l'AMC et d'autres partis. On a vu le parti de M. Aboïbor se diviser et donner d'autres partis. Et en réalité, on a l'impression que les fils des teneurs d'antan n'ont strictement rien compris aux expériences qu'eux-mêmes ils ont subies et n'ont formé strictement aucune jeunesse. Parce que s'ils avaient formé une jeunesse, ils ont de quoi opposer à ce qu'il y a maintenant. Donc dire non, oui, tel n'a pas été un tel leader et ainsi de suite, c'est un épiphénomène parce que c'est quelque chose que tous les Togolais savent depuis 2017, précisément. Or, le problème avec 2017, c'est que 2017, ça fait 8 ans. 1, 2, 3, ça fait 8, c'est pas l'année passée, c'est pas l'année... Non, ça fait 8 ans. Bon, là, ce qui a été dit, on en parle en disant, c'est pour préparer les élections dans quelques mois. Non, il n'y a pas d'élection à préparer dans quelques mois. Il s'agit de reconstruction de la classe politique togolaise. Parce que justement, elle est en déliquescence. De l'opposition. Oui, de l'opposition togolaise. Voilà. Elle est en déliquescence. Le parti au pouvoir a assuré sa transition depuis. La question n'est pas de savoir si les personnes se reconnaissent dans le message ou pas. La question est le fait est de remarquer que les jeunes intellectuels qui devaient incarner les hommes politiques de maintenant ont tous été récupérés ou sont tous de ce parti maintenant. Les intellectuels, vous prenez des ministres comme M. Kokoroko, M. Iou, ainsi de suite et tout ça, c'est autant de potentiels intellectuels qui auraient pu être des hommes présidentiables actuellement. L'opposition n'a pas pu être un incubateur. Et donc, de facto, les gens sont partis là où ils peuvent faire le minimum de ce qu'ils souhaitent comme message ou comme programme. Donc, quand M. Nathanaël dit «
oui, voilà, c'est lui, le leadership. Mais ça, tout le monde le sait. Ça, si vous dessinez, vous débarquez, vous allez dans une rue, que vous dites ça, je sais pas, au premier passant qui... Mais il n'y a rien d'exceptionnel à ce que vous dites. Ce qui devrait être exceptionnel, c'est comment est-ce que vous reconstruisez autour d'une classe politique jeune, intellectuelle, dynamique, qui a une projection pour le Togo et qui peut, en termes chiffrés et détaillés, s'asseoir devant un représentant. Je vous donne un exemple. On a le porte-parole le fils de M. Nachaba. Oui, Malik. Voilà, qui puisse s'asseoir devant peut-être M. Malik Nachaba ou un autre et lui opposer un programme, lui opposer des chiffres, lui opposer des détails. Frédéric Azeglo, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler de ce sujet. Et si on comprenait peut-être les propos de Nathanaël Lumpio comme un message à Jean-Pierre Fabre, il est temps de céder la place. Naturellement, il est temps de céder la place. Puisque si on fait un peu l'historique, Jean-Pierre Fabre n'a pas commencé avec ANC. C'était d'abord UFC. Et il a donc travaillé dans l'UFC. Tout le monde connaît comme un des ténors, rassembleurs de l'UFC. Il a travaillé, il a fait des expériences, beaucoup d'expériences avec l'UFC. Et c'est à partir du moment où il se reconnaît pas dans l'UFC, dans la politique de l'UFC, qu'il a dû bifurquer pour créer ANC et rassembler, mettre autour de lui ces gens-là que nous voyons aujourd'hui, les Éric Dupuis, tout ce monde-là qui sont avec lui. Quand vous voyez les patrons de ANC, ils sont vieillissants, très vieillissants. De l'autre côté, dans notre parti, des gens de l'âge de Éric Dupuis, tout ça sont à la retraite, ils continuent le comité des sages. Et on les a envoyés au Sénat aussi. Oui, voilà. C'est le comité des sages pour la plupart. Maintenant, quand une personne fonctionne, une personne travaille, c'est comme une machine. Arrivé à un moment, la machine s'arrête. Hein. Même si elle ne s'arrête pas et tout le monde voit que la machine s'est arrêtée, ça s'arrête, la personne n'évolue plus, sa manière de penser, sa force de frappe n'est plus ça. Parce que le discours de Jean-Pierre Fabre, en 20 ans, derrière nous depuis 2005, n'est pas le même discours en 2025. Alors, Jean-Pierre Fabre ne peut pas faire face aujourd'hui, par exemple, à Trimua est en train de parler. C'est cela comme un papy et son enfant. Il n'est pas un communicant comme ça, au père, donc c'est normal qu'il ne tienne pas. donc il est temps que l'opposition s'y revoie, redonne les cartes à des jeunes. Des jeunes talentueux, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Des jeunes talentueux. C'est comme si, laissez-moi extrapoler un peu, dans nos églises. Il y a des jeunes qui sont très talentueux, qui peuvent travailler à l'église, faire des œuvres à l'église, mais à ces jeunes, l'opportunité n'est jamais donnée. Et donc, quand ils retrouvent 2, 3, 4, 5 personnes, ils se retrouvent quelque part et fondent une église qui, en envoyé, ravit à son ancienne église beaucoup de personnes commencent quelque chose ici. Alors que ça ne plaît pas toujours au premier patron. Oui, bien sûr. Ça ne plaît pas toujours au premier patron. Donc en politique, c'est presque la même chose. On n'a pas appris, je ne sais pas si c'est une malédiction, on n'a pas appris à préparer la succession. On n'a pas appris à préparer la succession. Juste, mon grand frère Agbouibo est décédé et son parti est cassé. En l'omati-mati, en des trucs comme ça. Donc, il est temps que Jean-Pierre Fabre comprenne le message qu'il faut mais passer pour finir, rapidement, un parti politique égale une idée. D'accord. Merci beaucoup Frédéric Azeglo. Horus, merci. Et merci à Cléso et So. Merci à tous d'être restés avec nous. Je vous donne rendez-vous le samedi prochain.